Bonjour à tous. Hop. Hop. Bonjour à tous, est-ce que vous m'écoutez bien? Oui, bonjour. Bonjour, bonjour, oui, merci pour le son. Bonjour. Ouais, Bonjour. vous voyez bien mon écran Ouais, aussi? Bonjour, oui, le son est bon. Oui, très bien, merci. Nickel. Nickel, nickel. Hop. On va attendre un petit peu que les gens se connectent. Son image, c'est bon. Nickel, parfait. Vous nous entendez? Oui, je vous entends bien. Hop. Hop. Oh, putain. Hop. Hop. On va pouvoir commencer du coup. Pour ce webinaire, je vais couper vos micros et je laisserai des temps de questions. Je vous inviterai à appuyer pour lever la main et on prendra les questions dans l'ordre de demande. Hop. Hop là. Donc pour commencer, je vais me présenter. Je m'appelle Jason Dieu. Je travaille chez Dawa depuis septembre en tant que technicien. Et aujourd'hui, je vais vous présenter le webinaire sur notre gamme AirShield. Donc pour commencer, je vais vous présenter l'intégralité de la gamme. Donc pour commencer la gamme, nous avons les claviers et les télécommandes. Donc nous avons une télécommande avec 4 boutons. Cette télécommande va nous permettre d'armer partiellement ou complètement la centrale. Elle va nous permettre de la désarmer. Et on va aussi avoir un bouton panique personnalisable qui va pouvoir nous servir à activer des relais ou des prises connectées. Et aussi en bouton panique normal. Donc, on a aussi un clavier tactile qui va aussi prendre en compte la lecture de badge avec la technologie MyFair classique en 13,56 MHz. On a un clavier LCD, un nouveau clavier LCD du coup qui fait lecteur de badge aussi, en MyFair classique ou en Deathfire OV2, qui peut aussi s'alimenter en 12 volts. Il est intégré d'une sirène 95 dB et d'un buzzer. Pour la suite, nous avons un détecteur de fumée et un détecteur de CO. Donc, les détecteurs de fumée sont certifiés EN 14604. C'est une norme qui permet au détecteur d'être installé du coup dans les habitations. Elle a un son de 85 décibels. Nous avons aussi du coup le détecteur de CO qui est en norme 50291.1, qui est la norme pour les habitations, et en 50291.2, qui est la norme pour les environnements mobiles comme les bateaux ou les campings. Pour continuer, nous avons du coup les PIR-cam extérieurs. Nous avons deux PIR-cam. Enfin, nous avons deux PIR, un avec la caméra et un sans caméra, qui intègre une triple technologie. Du coup une triple technologie, donc la détection de mouvement, l'hyperfréquence et l'anti-masquage. Nous avons aussi du coup le bouton panique qui est disponible en un bouton ou en deux boutons. Qui sont aussi personnalisables les boutons. Nous avons donc aussi la prise connectée, paramétrable sur calendrier horaire et qui peut être pilotée aussi avec des MSS. Les relais basse tension, 12 volts, et les relais haute tension, 220 volts. Donc le basse tension peut aller supporter jusqu'à 1 ampère et le basse tension peut supporter jusqu'à 10 ampères. Alors, nous avons aussi les transmetteurs universels.
Donc, les transmetteurs universels, ils vont nous permettre d'équiper une entrée d'alarme. Non, les transmetteurs universels, ils sont équipés d'une entrée d'alarme, d'une entrée d'autoprotection et d'une sortie d'alimentation 3 volts pour alimenter un capteur tierce pour application radio. Nous avons aussi du coup le multitransmetteur qui va nous permettre de récupérer les appareils filaires en radio qu'on va aborder un peu plus tard dans les slides. Pour tout ce qui est sirène, nous avons trois types de sirènes. Nous avons la sirène extérieure qui fait 110 décibels, qui supporte aussi une alimentation 12 volts ou qui peut être autonome avec 4 piles CR123. Elle existe en 3 coloris, le orange, le rouge et le bleu. Nous avons une sirène d'intérieur 100 décibels qui est équipée d'un module d'interphonie bidirectionnelle qui est accessible par le télésurveilleur ou directement par l'utilisateur final via DMSS et qui est aussi équipée d'un bouton panique. Nous avons aussi une petite sirène qui est comparable à celle de nos confrères, mais avec un son un peu plus strident qui va faire 84 décibels. Nous avons aussi un détecteur d'ouverture qui est disponible avec plusieurs tailles d'aimants. Donc, pour le détecteur d'ouverture, on va voir les différentes tailles d'aimants pour, selon l'esthétique et la surface sur laquelle on va le poser. Ça va vous permettre de faire travailler en tant que transmetteur universel aussi. On a un contact. Et il existe aussi en version choc, qui est livré, du coup, lui, avec les 2 tailles d'aimants directement. Et le version choc est aussi équipé d'un capteur d'inclinaison. Nous avons un détecteur bris de glace. Nous avons aussi un répéteur, qui est avec la nouvelle version, le répéteur Pro, qu'on verra un peu plus tard dans les slides. Et nous avons aussi le détecteur de fuite d'eau. Donc, ce détecteur, on va fixer le corps contre le mur et on va pouvoir déporter le détecteur de détection d'eau sur le sol. Hop. Alors, notre gamme AirShield, ses points forts, ça va être sa stabilité. Le Hub 2 a un faible taux de fausses alarmes. Il est certifié 50131 grade 2, qui est une certification européenne. Il est aussi facile d'utilisation via ces logiciels. Les logiciels sont hyper intuitifs et faciles d'utilisation. On a aussi une facilité de raccordement avec les télésurveilleurs, ce qu'on verra aussi un peu plus tard avec la liste des télésurveilleurs. On a une gamme d'accessoires qui évolue en permanence. Pour la connectivité, l'intégration avec les NVR, les IPC et l'interphone vidéo qui va permettre d'avoir un environnement connectable ensemble et assez simple d'utilisation. Et pour son efficacité, on va avoir nos PeerCam avec une très bonne résolution, notre clavier LCD qui va pouvoir permettre de répondre à certains environnements et notre sirène d'interphonie qui est très utile aussi avec les télésurveilleurs et l'utilisateur final. Donc, pour commencer, nous allons parler du Hub 2, du coup, qui est disponible en plusieurs versions, Wi-Fi, Wi-Fi LAN et 4G. Donc, les caractéristiques de ce Hub 2. Nous avons du coup, comme je l'ai dit, plusieurs versions. Nous avons la version Wi-Fi LAN et la version Wi-Fi LAN plus double 4G qui intègre 2 sockets de carte SIM. On va pouvoir aller jusqu'à 150 dispositifs par radio. On va pouvoir mettre 6 sirènes, 6 répéteurs, 8 claviers, 64 télécommandes, puis 256 cartes MyFair et 8 cartes par utilisateur de clavier. On va pouvoir créer 32 zones, donc 32 secteurs, salon, salle à manger, cuisine. On va pouvoir mettre 31 utilisateurs d'application, un administrateur et un installateur, donc jusqu'à 32 utilisateurs de clavier. On va pouvoir aussi directement sur l'application ajouter 8 caméras IP qui sont du coup sur le même réseau. Et on va pouvoir du coup préenregistrer les vidéos sur événement dans une limite de 10 vidéos de 10 secondes.
On va pouvoir aller sur cette alarme jusqu'à 64 PIRCAM. Il faut bien faire la différence entre le 2,4G et le sub-G. On va pouvoir mettre 64 PIRCAM en sub-G, mais si on combine et qu'on veut mettre du 2,4G, avec le 2,4G, on pourra aller jusqu'à 8. Donc, cette centrale, la version 4G, elle prend aussi en charge les appels d'alarme vocale. Donc, ça va permettre de lancer un appel à la personne, à l'utilisateur final, avec une synthèse vocale. Et du coup, c'est seulement avec le Hub 2 qu'on va pouvoir utiliser la sirène d'interphonie. Donc, ce Hub 2 se compose d'un interrupteur d'alimentation on-off, d'une entrée 230 volts, d'un port RJ45, du coup, pour la version 4G, de 2 sockets card SIM, une batterie intégrée de 4750 mAh, un bouton d'AP, une autoprotection, un bouton de réinitialisation, un port RS232, un COM et un haut-parleur qui va nous permettre de savoir l'état de la centrale. Hop, donc là, on retourne sur les différentes versions du Hub 2. Hop, donc, le mode AP. Le mode AP, il va pouvoir permettre d'appareiller notre centrale, soit en Wi-Fi, soit en SIM, avec un seul bouton. Hop. Cette centrale va nous permettre de faire des appels vocaux. Donc, via l'application mobile, on va pouvoir enregistrer un message vocal qui sera diffusé lors de l'appel de l'événement. Du coup, sur la version 4G, on va pouvoir enregistrer notre son pour nos utilisateurs qui vont être appelés et ils auront du coup les phrases que vous aurez enregistrées. Hop. On va passer aux questions. Si vous avez des questions sur le Hub, je vous invite à lever la main. Hop. J'ai réactivé les micros. Donc, Pascal Priez. Oui, j'aurais voulu savoir, est-ce que pour la centrale, il existe des centrales totalement autonomes afin de pouvoir les installer dans des zones où il n'y a pas d'électricité, par exemple? Ouais, donc oui, on a une solution qui est complètement autonome. On va la voir un peu plus tard dans les slides. Donc, si vous voulez, on pourra reprendre cette question quand on sera à cette slide. Très bien, merci. Pas de souci. Le bouton AP sert à paramétrer, à rentrer la Wi-Fi à rentrer les paramètres sur la centrale via la Wi-Fi, c'est ça? C'est ça, le bouton d'AP, il va permettre au lancement de la centrale de pouvoir la connecter au Wi-Fi. En fait, on va appuyer sur le bouton, on va changer de mode de connexion et on va pouvoir la connecter en Wi-Fi. Voilà. Et ça active le hotspot de la centrale qui permet de rentrer sur la centrale. Voilà, c'est ça. C'est ça. Connecte à la centrale. Bonjour, Didier Jobois, donc collègue de Jason. Tout à fait. En fait, par rapport à des solutions tierces, des fois, il faut paramétrer la centrale en atelier avec une connexion Internet pour pouvoir configurer le point d'accès ou le point Wi-Fi. Là, l'avantage, c'est que vous arrivez sur le site, vous n'avez aucune connexion réseau. Vous mettez en mode AP, vous connectez avec votre téléphone à votre centrale et vous allez pouvoir configurer l'APN de la 4G ou les mots de passe du Wi-Fi sans avoir une connexion réseau avec la centrale à Internet. C'est le gros avantage. Ok, merci. Et les détecteurs d'ouverture, il y a bien un détecteur d'ouvrant avec un bornier pour pouvoir mettre un sabot pour porte de garage, par exemple. Est-ce que vous pouvez répéter? Je n'ai pas écouté. Les détecteurs d'ouvrant, il y a bien un détecteur d'ouvrant avec un bornier où on peut mettre un sabot pour une porte de garage, par exemple. Oui, via la partie transmetteur universel, tout à fait, oui. Donc, vous avez des contacts filaires sur les détecteurs d'ouverture qui sont disponibles, mais on verra plus loin qu'on vous conseillera un transmetteur universel dédié pour ce type d'usage. Ok, merci. Vous disiez que
Moi, de mon côté, on utilise beaucoup les centrales pour faire de l'activation et désactivation de systèmes de vidéo. Donc nous, bon, on est limité sur vos systèmes avec 8 caméras. C'est pour ça qu'en fait, on est obligé de passer directement avec le boîtier branché sur le stocker. En revanche, en fait, nous, on est limité énormément dans l'utilisation du boîtier puisqu'il ne nous permet pas de pouvoir créer des scénarios proprement dit, comme on pourrait faire avec d'autres centrales qui seraient vos concurrents, où on peut créer des scénarios sur l'ensemble des caméras. Est-ce que c'est quelque chose qui va être développé là ou pas aujourd'hui? Écoutez, ça pour le moment, je ne sais pas si j'ai bien compris votre question en tout cas. Oui, alors comme vous avez dit, on peut intégrer 8 caméras directement sur la centrale, on le verra dans les slides suivants. Après, sinon, vous intégrez directement la centrale sur votre enregistreur, c'est un deuxième mode de connexion sur lequel vous allez pouvoir créer des secteurs différents. Ces secteurs, là, on a une limite sur le produit, c'est que vous ne pouvez pas les piloter indépendamment par entrée contact sec. On va pouvoir le piloter indépendamment à partir de DMSS ou directement de l'interface de l'enregistreur. Est-ce que ça répond à votre question? Oui et non. Nous, en fait, la difficulté, c'est que, bon, en fait, 8 caméras, nous, on est out et nous, on est sur des sites avec, allez, on va dire une quinzaine de caméras minimum. Et donc, on a besoin de pouvoir activer la zone Est, pas la zone Sud, une zone intérieure et pas une zone extérieure, une zone technique. Et en fait, on est obligé de créer des scénarios. Et ces scénarios, nous, aujourd'hui, on est bloqué sur vos systèmes, on ne peut pas les faire. Vous pourrez les intégrer à des groupes que vous aurez créés sur l'enregistreur, mais avec une caméra Daiwa. Du moment que vous associez, quand vous intégrez l'enregistreur, vous associez les caméras à vos différents groupes. Mais en termes de scénario, ça s'arrêtera là pour moi. Et comme je vous l'ai dit, effectivement, ces groupes-là ne pourront pas être indépendamment pilotés par contact sec si vous utilisez une centrale tierce. En termes de développement, après, je n'ai pas plus d'informations à ce niveau-là pour le moment. Moi, j'aurais une question concernant l'association des NVR avec la centrale Airshell. J'ai vu qu'on pouvait, comment dire, associer une caméra IP à un détecteur extérieur. Par exemple, je mets un contacteur universel dans un détecteur Uptex et je l'associe à une caméra de manière à remonter automatiquement la vidéo en cas d'effraction. J'ai posé la question à Francofa, ils ont eu une réponse, je ne sais pas si c'est de chez vous ou d'autre chose, mais je voulais confirmer avec vous. Est-ce qu'il est possible, alors je crois que les caméras IP, on peut également les déclarer en tant que détecteur, si je dis pas de bêtises, je serai après si je me trompe, mais apparemment, ils m'ont dit que c'était possible parce que j'ai beaucoup de sites où il y a des caméras, des NVR HDCVI. Et ce que je voudrais, c'est pouvoir, sélectionner mon NVR et sélectionner un numéro de canal et l'associer à un détecteur. Alors, sur du HDCVI, pour moi, ce ne sera pas possible. Là, on présente la solution uniquement sur les NVR série 4 et 5 EI2 maintenant. Alors oui, vous pouvez le faire. Alors, on va le voir dans les slides suivants. On va vous montrer que sur un détecteur, donc par exemple un transmetteur universel qui serait intégré dans un OTEX, on va pouvoir déclencher un événement vidéo sur déclenchement de ce détecteur qui sera envoyé directement par la centrale sur sa mémoire tampon. Alors ça, je le fais déjà avec les caméras IP, mais ils ont demandé confirmation à Daiwa. Je ne sais pas si c'est vous ou Daiwa à l'étranger, j'en sais rien. Et Francofa m'a dit oui, c'est possible, on ne pourra pas l'utiliser comme détecteur, mais un détecteur pour aller chercher un NVR avec un numéro de canal en HDCVI. Je vais peut-être laisser la main à M. Diobois, je ne sais pas s'il a plus d'informations que moi. Alors, en effet, aujourd'hui, quand vous ajoutez une centrale d'alarme dans DMSS, que vous ajoutez un XVR ou un NVR également dans votre DMSS, vous pouvez associer, quand vous sélectionnez un radar, vous prenez un radar de la Airshield, et vous pouvez lui associer une voix vidéo d'un produit qui est associé au même compte. Et dire que quand il y a une alarme sur le DO de la porte principale et qu'il y a une caméra qui est associée, quand vous ouvrez l'alarme, ça ouvre la voix vidéo également de la caméra associée. C'est-à-dire que la caméra ne déclenche pas d'alarme, là, elle est juste associée au détecteur pour faire la levée de doute. En fait, j'ai une alarme, je veux faire la levée de doute, je visualise la caméra qui est dans le champ de vision du détecteur qui a été posé. C'est ça l'idée. Et donc, même si c'est un NVR HDCVI, il n'y a pas de problème. Dans le DMSS, vous pouvez choisir toutes les voies qui sont déclarées dans votre DMSS, dans votre compte DMSS.
Et là, le client, sur son application, comme pour les caméras IP, aura la remontée push avec la vidéo et la photo. Il aura le live. Il aura pas la vidéo et la photo parce que la vidéo et la photo est directement liée pour moi. En fait, là, il faut associer le stocker à la centrale ou la centrale au stocker. Donc, il faut les lier. Et ça, effectivement, on l'a que sur les stockers série 4 et série 5 en IP. On ne l'a pas sur les XVR aujourd'hui, l'association avec l'alarme. Donc là, il n'y a pas d'association directe. C'est juste l'application DMSS qui fait le lien. Parce que dans le DMSS, j'ai l'alarme et parce que dans le DMSS, j'ai les stockers, je peux dire quand l'alarme retentit sur le DO numéro 1, alors sur la notification, j'ouvre la vidéo de la caméra 3 du stocker. Mais il n'y a pas d'association, il n'y aura pas de clip vidéo, je serai en levée de doute direct, live. Et donc après, si je veux relire, j'aurai juste à relire mon XVR à partir de mon DMSS également. D'accord. OK. D'accord. Et pour les scénarios, la question précédente, en effet, sur la caméra, on est limité à 8 sur la centrale, on est limité à 8 caméras directement associées à la centrale. Donc, quand on est directement associé à la centrale, la caméra devient un détecteur et on peut choisir l'alarme qui déclenche la sirène, on va dire. Donc, vous pouvez choisir entre une règle IVS, du SMD, ou en tout cas, toutes les fonctions qui déclenchent des alarmes sur la caméra peuvent déclencher une alarme sur la centrale dans ce cas-là. Sinon, vous allez associer votre centrale d'alarme au NVR. Dans le NVR, vous allez créer des groupes. Par exemple, nous, on utilise beaucoup les caméras de choc avec la centrale d'alarme AirShield. Je vais avoir des caméras de choc sur l'extérieur de mon bâtiment, des caméras de choc à l'intérieur de mon stock et puis des caméras de choc à l'intérieur de mes bureaux. Je vais créer 3 groupes, extérieur, stock et bureau. Je vais mettre mes caméras dans ces groupes et quand je vais armer le groupe stock sur ma centrale d'alarme, ça va armer le groupe stock sur mon NVR. Donc, c'est comme ça qu'on va faire des scénarios avec de nombreuses caméras, en tout cas plus de 8 caméras. C'est que c'est le stocker qui va récupérer les informations d'alarme de la centrale et qui va piloter l'armement-désarmement des caméras. Donc, vous pouvez le faire comme ça pour la gestion. Alors, effectivement, au niveau des questions, on va présenter tout un tas de choses qui vont suivre. Là, on va présenter la gamme AirShield et ensuite l'intégration. Toutes les questions qui concernent cela, merci de les poser effectivement un peu plus tard. Vous aurez encore 2 temps de parole. Là, si vous avez des questions, c'est surtout sur les parties précédentes qu'on a faites, sur la partie hub, les différentes versions du hub et leur capacité. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, on reprendra un temps de questions un tout petit peu plus tard. Effectivement, le temps de vous présenter les slides. Vous parliez des capteurs détecteurs de choc qui étaient livrés avec 2 aimants. Moi, aujourd'hui, je les reçois toujours avec un seul aimant, en fait, le plus gros. Vous êtes sûr? Parce que bon, j'ai installé la centrale personnellement chez moi en choc et ouverture. J'avais effectivement les 2 aimants fournis. Donc, le gros aimant, effectivement, sur la droite et dans la petite boîte, j'avais le petit aimant fourni avec son petit. Moi, j'en installe 3, 4 par semaine et souvent avec du détecteur de choc. Et j'ai que le gros aimant, les petits aimants sont à vendre à côté. Ah bon? Ça dépend effectivement des références que vous utilisez. C'est-à-dire que historiquement, on se différencie le détecteur. Je parle du détecteur d'ouverture. C'est celui-là qui est livré avec un aimant. Le détecteur de choc en lui-même n'en a pas. Mais le détecteur d'ouverture standard est livré avec l'aimant grand par défaut. Et vous avez le modèle qui se termine par S pour small qui intègre le petit aimant. Et après, sur le détecteur plus, c'est peut-être celui-ci, Julien, que tu as mis chez toi. C'est celui qui fait choc dans la maison. Ouais. Choc qui fait choc et ouverture. Lui, je crois qu'il est livré avec les 2 d'origine. Oui, je OK. Bon, après, on s'adapte, c'est pas très grave. Et à quand le détecteur de choc et basculement en noir? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas l'avoir, en fait. Je n'ai pas le délai. Je n'ai pas d'informations. On pourra se renseigner. Concernant le contacteur universel, celui qui a les 3 piles, j'ai vu qu'il y avait une fonction accéléromètre dessus. C'est le détecteur d'ouverture, vous parlez? D'inclinaison. C'est l'universel, la carte électronique avec les 3 piles. Non, il me semble. Dans la programmation, j'ai vu qu'il y avait, on pouvait cocher, bon, j'en suis pas servi encore, mais qu'il y avait une fonction accéléromètre. Donc je me disais, à la limite, on met ça dans un boîtier, on le met par exemple en haut d'une porte. Si on bouge la porte, normalement, ça va enclencher une alarme.
Ouais, je ne l'ai jamais utilisé comme ça. Je l'ai toujours utilisé en pur transmetteur. J'ai Oui, jamais moi, fait gaffe j'ai jamais fait gaffe s'il y avait un accéléromètre personnellement. bah, tu regarderas, il y a un truc qu'on peut cocher, c'est accéléromètre. D'accord, on On vérifie ça. vérifiera. Donc ça pourrait être sympa, je pense même par rapport sur des portes de camions ou des choses comme ça, ou de bâtiments, le fait de déplacer, bon après, est-ce qu'on a des réglages de sensibilité, j'en sais rien, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je pense que c'est peut-être une fonction à exploiter, quoi, si vraiment ça fonctionne bien. Ouais, c'est à vérifier. Sensor triaxial accéléromètre, effectivement. Je le testerai. Merci. Est-ce qu'on a encore des questions? Oui, Jean-Marc. M'entendez? Oui, bonjour. Oui, je Oui. vous entends. Je voulais juste, alors je suis arrivé un peu tardivement, mais je suis arrivé juste au moment où vous parlez du vocal. Est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une petite démo ou au moins d'avoir l'acheminement sur cette partie vocale que vous parliez? On va regarder si on a des vidéos. Alors là, pas à ma connaissance en tout cas. La synthèse vocale, de toute façon, est préenregistrée, hein. Donc ça vous donnera simplement le numéro de secteur qui a déclenché et la zone. Et comme dit précédemment, vous ne l'avez peut-être pas vu, on a possibilité sur DMSS de personnaliser, d'enregistrer un message vocal qui sera diffusé au début de l'appel. Ça va s'arrêter là, effectivement, pour la partie synthèse vocale. D'accord. Juste une deuxième chose, c'est juste en aparté. Didier, est-ce que je peux t'appeler à midi? C'est possible? J'ai déjà 2 appels à refaire derrière, mais oui, tu peux essayer de m'appeler, il n'y a pas de souci. Si je suis pas en ligne, je te réponds, avec plaisir. Merci. Merci. Bonjour, juste une petite question. Au niveau de la portée des équipements, comparativement par rapport à, je sais pas, une Agility ou une Ajax, est-ce qu'il y a eu des tests effectués sur la portée entre les équipements, la centrale? Ce sera 2000 mètres champ libre en moyenne. Je dis en moyenne parce que certains détecteurs, comme les PIRCAM sub-G, ne vont pas à cette distance en champ libre. Pas le sub-G, excusez-moi, le Vous avez dit combien en champ libre? 2000? 2000 mètres en moyenne. D'accord. Didier, pour en revenir au contact universel, c'est la fonction, c'est alarme de mouvement. Comment? Excusez-moi. Oui, quand je parlais tout à l'heure, comment dire, du détecteur universel où il y a les 3 piles, ça se note exactement dans Dolinker, alarme de mouvement. Alarme de mouvement. Ah, quand vous activez le vélocilomètre, c'est ça? Voilà. Quand vous faites une inclinaison. D'accord. Effectivement, c'est bon à savoir. Là, j'ai la carte électronique sous les yeux, justement. J'ai essayé de repérer le composant qui est capable de faire ça. Il y en a un, effectivement, que je repère. Donc oui, effectivement, comme on vous a dit, on regardera, on fera les tests, mais c'est vrai qu'on est peut-être passé à côté de cette fonction. Oui. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, ça pourrait être très intéressant sur des applicatifs mobiles. Voilà. Et exactement. On a 3 options: anti-sabotage externe, alarme de mouvement et alerte de température, qui sont grisées de base qu'on peut actionner. Okay. Bon, on fera des petits tests complémentaires, effectivement, pour confirmer tout ça, hein, sans problème. Hein. Et quand on active une alarme de mouvement, on peut associer une alarme de mouvement à la sirène ou pas. D'accord. Okay. Donc, un peu comme une autoprotection, de toute façon, hein, comme nos confrères le font. Hein. C'est un peu comme une autoprotection en alarme sonore ou silencieuse, effectivement. Je vois. Merci, en tout cas. Écoutez, on va suspendre le temps des questions. Il y a un clavier, vous n'avez pas vu le clavier LCD? Oui. Il y a un autre clavier en plus de votre présentation, là, le LCD maintenant. Vous avez le SCP, on va l'aborder dans la suite de la présentation, oui. Ah, il y a plusieurs claviers, mais il y a le clavier tactile, il y a le clavier avec écran LCD, et en effet, maintenant, on utilise aussi le SCP en tant que clavier intérieur, qu'on vous montrera tout à l'heure. Allez, on continue. Donc, on va continuer du coup sur la gamme Airshid avec les détecteurs et accessoires. Donc, pour commencer, nous avons le PIRCAM intérieur, le ARD 1731W2, donc, qui va être équipé d'un capteur de mouvement qui va détecter les mouvements de chaleur.
On va avoir aussi une lumière infrarouge qui va nous permettre de fournir une lumière infrarouge pour la caméra pour les environnements sombres. On va avoir une capture d'image via la caméra. Pour en revenir à la lumière infrarouge, on a une portée d'environ 10 mètres et un voyant qui va indiquer l'état de notre PIRCam. Donc, sur ce PIRCam, on va être en résolution maximale en 1600 par 1200 sur la version 2,2 Giga 4. Hop. Donc là, on a nos différentes résolutions avec notre mode d'image, avec notre nombre d'images. Donc, on va pouvoir aller de 1 à 20 images et jusqu'à 1600 par 1200 en résolution. On va avoir du coup notre PIRCam en mode subjet qui va être 20 fois plus rapide. Donc, il va nous permettre d'envoyer 6 images en 2 secondes à notre centrale ou au télésurveilleur. Hop, donc, on a nos deux modes de transmission. Donc, on a le mode subjet qui va nous permettre d'aller sur plus longue distance et d'avoir une meilleure portée de transmission, qui va nous permettre aussi de réduire la consommation de notre PIRCam. Et on va aussi avoir le mode 2,4G qui va nous permettre de transférer des données plus rapidement et jusqu'en résolution jusqu'en 1600 par 1200. Donc, la résolution maximale est disponible qu'en mode 2,4G. Ça va nous offrir aussi une transmission plus sécurisée avec un chiffrement plus fort des données. Donc, on va économiser 20% de puissance. Donc, on va économiser 20% de consommation sur notre PIRCam en mode subjet. Pour le PIRCam extérieur, le ARD 2251E, on va avoir une résolution qui va aller jusqu'en 1280 par 960 avec une plage de détection de 15 mètres sur 90 degrés qui va être immunisée face aux animaux. Il a aussi un détecteur du coup, de température et qui possède aussi du coup, la détection anti-masquage et une triple tech avec 2 capteurs PIR, donc 2 détecteurs de mouvement et un capteur hyperfréquence. Donc, notre PIRCam, c'est notre PIR extérieur avec un capteur de photo. Alors, hop, il est du coup bien plus fiable grâce à sa triple tech. Donc, ça va être composé de 2 capteurs PIR et d'un capteur hyperfréquence. Donc, notre PIRCam pourra être aussi installé en extérieur avec un support qui va permettre de régler l'angle horizontal de l'appareil, qui est du coup vendu à part du PIRCam. Donc, pour comparer nos deux PIRCam, notre intérieur et notre extérieur. Donc, les grandes différences, ça va être qu'on ne pourra pas utiliser le 2,4G sur l'extérieur. On va rester uniquement à 868 MHz. Les capteurs, du coup, qui vont être PIR et hyperfréquence sur l'extérieur. On aura la fonction anti-masquage uniquement sur l'extérieur et la distance de détection réglable uniquement sur l'extérieur. Nous allons passer du coup à notre sirène d'interphonie. Donc, la sirène d'interphonie, elle va permettre d'alerter la télésurveillance via un appel ou alerter l'application DMSS via un appel. On va pouvoir communiquer de notre sirène à la télésurveillance ou à l'application DMSS. Donc là, je vous montre une petite vidéo de test de l'appel. Bonjour, je suis en cas urgent. Bonjour, ici c'est le centre de sécurité de Davos. Qu'est-ce que je peux faire pour vous?
Hop. Donc, on a pu voir qu'avec pression sur le bouton panique, on va pouvoir directement soit parler à l'application DMSS, soit à notre télésurveilleur. Je vais vous montrer la deuxième vidéo. Hop. Donc, comment communiquer la sirène avec une alerte. Donc là, on voit qu'on va armer notre alarme. Hop. Sur détection, la sirène va biper et via notre application, on va pouvoir directement discuter sur la centrale et parler via la centrale. Donc, pour continuer, nous avons notre clavier LCD qui va convenir plus à un site industriel ou pour des personnes âgées, qui va prendre du coup le Desfire pour le lecteur de badge. Donc, les caractéristiques de notre écran, de notre clavier LCD, ça va être ces 3 raccourcis d'alarme pour le médical, pour l'incendie ou pour l'urgence. Sa méthode d'armement et de désarmement, donc soit par mot de passe, soit par carte IC ou soit par carte Desfire. On va pouvoir aussi contrôler des sorties pour réaliser des applications domotiques via un relais ou un interrupteur mural ou une prise intelligente. On va pouvoir aussi mettre un code de contrainte. Donc, lorsque une personne est sous contrainte, elle va rentrer ce code et on va pouvoir déclencher une alarme silencieuse. On a nos 2 buzzers intégrés. Et on a du coup notre écran LCD qui est en affichage 16 mots 4 lignes et qui peut afficher jusqu'à 50 événements d'alarme. Et ce clavier LCD peut être uniquement jumelé avec un Hub 2. Hop. Pour le module d'alimentation, donc on va avoir des cartes d'alimentation optionnelles qui vont pouvoir être soit en 6-24 volts ou en 9-15 volts qui sera changeable directement dans la centrale. Pour en revenir du coup à la solution autonome qu'on a évoquée tout à l'heure. Donc, on a une solution totalement autonome pour les endroits où il n'y a pas d'accès électrique ou des endroits où il n'y a pas d'électricité. Donc, cette solution autonome, elle va avoir un contrôleur solaire avec 4 panneaux solaires 30 watts, une batterie au lithium, une batterie 12 volts. On va avoir du coup notre sirène. On va avoir 4 PIRCam extérieurs et notre Hub 2. Donc, ça va permettre de pouvoir détecter les mouvements sur 360 degrés, d'avoir une sirène où on va pouvoir mettre plus ou moins fort le son, et du coup, les panneaux solaires pour une alimentation autonome. Passons sur le multitransmetteur. Donc, ce multitransmetteur prend en charge les câblages pour les détecteurs en NO, NF, EOL, DEOL, TEOL, avec valeur de résistance sélectionnable pour chaque zone. Donc, il y a 4 sorties relais programmables sous conditions système, contrainte horaire ou pilotable via l'application module. On aura 2 sorties d'alimentation et du coup 16 entrées d'alarme filaire. Et il va pouvoir communiquer soit par Ethernet, soit en radio. Donc là, on a la topologie du multitransmetteur. On voit bien du coup qu'on va pouvoir récupérer nos détecteurs tierces et soit les renvoyer sur notre centrale en Airfly, donc en radio, soit par Internet. Et il y a une version aussi sur le multitransmetteur qui permet de l'alimenter en PoE. Hop. Donc, pour notre nouveau répéteur, le répéteur Pro, donc on a 3 méthodes de connexion. On va pouvoir soit le connecter en radio, soit en Wi-Fi, soit en Ethernet. Hop. Donc, le répéteur Pro va pouvoir réaliser une protection en permanence, c'est-à-dire que même si le hub ne reçoit plus les infos du répéteur Pro, on va quand même pouvoir faire déclencher une sirène sur une détection d'un détecteur.
Alors, pour comparer notre ancien répéteur et les répéteurs pro, on va avoir la distance en champ libre qui va être augmentée jusqu'à 2000 mètres. On va avoir toujours 128 périphériques. On va pouvoir maintenant transmettre les images des PeerCam avec le répéteur pro. On va pouvoir aussi transmettre l'audio. Et maintenant, on va pouvoir du coup la connecter via un câble Ethernet. Et on va pouvoir aussi en mettre maintenant 6 sur la centrale. Avant, on pouvait en mettre 4 avec le répéteur. Là, c'est un module d'extension donc qui va nous permettre, via la carte RMU 108RS, de pouvoir récupérer des détecteurs tierces via directement sur l'alarme, enfin sur la centrale d'alarme, qu'on va venir du coup brancher. On va venir brancher le ARA 715 sur le port COM de notre centrale et brancher avec un câble RS485 notre ARM qui va nous permettre de récupérer nos détecteurs. Je vous montre une petite vidéo qui va montrer la configuration de tout ça. Donc on voit les différentes entrées et sorties. Notre port 12 volts avec des jumpers qui vont nous permettre soit de nous mettre en NC soit en NO. Donc là on a notre convertisseur RS232 qui va convertir du coup en RS485 sur notre carte. Hop. On va se remettre sur le câblage. Donc on voit bien que nous partons de notre COM de notre centrale, nous allons sur notre convertisseur, le ARA 715, qui va se connecter sur notre ARM et nous allons pouvoir du coup derrière brancher nos détecteurs pour pouvoir les récupérer directement sur la centrale. Donc ces ARM, nous allons pouvoir les cascader jusqu'à 16 ARM. Donc, pour l'ajouter sur notre centrale, nous allons aller du coup sur Do Linker, appuyer sur le petit plus, nous allons cliquer sur Expansion Module, Start. Il va nous repérer nos modules d'expansion, Next, OK. On va pouvoir choisir la zone. OK. Hop, et on va récupérer du coup notre module. Donc là, ça va être pour ajouter les détecteurs sur l'ARM. Donc sur l'entrée 1, on va mettre hop, puis 1, hop, et on va pouvoir récupérer notre détecteur. Et là, ça va être du coup pour choisir les résistances et son mode de câblage. Donc les différents modes de câblage. Donc ça va être pour récupérer une sirène, une sortie, donc la sirène en l'occurrence. Et puis voilà. Hop. Donc là, nous allons passer sur notre générateur de brouillard. Donc notre générateur de brouillard, il a une capacité de tir de 50 secondes jusqu'à 390 mètres cubes. Il s'alimente en 220 volts et il y a 2 relais d'AWA pré-câblés pour l'armement et le déclenchement à l'intérieur. Donc on va regarder la petite vidéo de présentation.
Donc là, on peut voir que via un détecteur, on va pouvoir, du coup, sur détection, activer notre générateur de brouillard. On va pouvoir aussi, après une détection et une levée de doute avec le PeerCam, l'activer manuellement à distance. Et on va pouvoir aussi, avec notre télécommande et le bouton panique, activer notre générateur de brouillard. Donc, on va passer sur notre détecteur de porte, notre nouveau détecteur de porte, du coup, qui remplace l'RD323. Donc, sur celui-là, on a un signal qui est renforcé, on a un design qui est un peu plus épais et élargi et qui est mieux adapté aux exigences d'installation. On a aussi une capacité pour réduire l'interférence face aux portes ou fenêtres en alu. Et il peut aussi du coup servir de transmetteur universel car il a une entrée filaire. Hop. Donc, tous ces équipements sont certifiés EN 50131 grade 2, qui est la certification européenne. On a aussi une version noire pour les équipements. Donc, on va passer aux questions, si vous avez des questions sur les équipements. Hop. Voilà. Hop. Concernant le détecteur de fumée, donc on peut le trouver sur le site Teva, pas de souci. Le générateur de brouillard, pardon. Allô? Alors ça, on ne saura pas vous dire. Ça, il faudra voir effectivement avec… Chez ByDMS, il y est. Comment? Pour info. Chez ByDMS, il est URFOG, il y est. D'accord. Alors, nous, on n'a pas les infos, hein, mais côté technique, on ne travaille pas directement avec les distributeurs. Hein, nos distributeurs ont des interlocuteurs à ce niveau-là. Donc, ça, on ne sera pas capable de vous répondre. Hein. On vous laissera vous renseigner auprès de votre distributeur qui sera de toute façon capable de nous le commander s'il ne le stocke pas. Hein. On a un stock aujourd'hui aux Pays-Bas sur lequel on peut faire de la livraison entre 7 à 10 jours en moyenne. Hein. Ok, merci. Vous voulez savoir le répéteur, un répéteur répète un autre répéteur ou pas? Non, pas de cascade. Les répéteurs se mettent autour de la centrale, autour de son environnement. On ne cascade pas les répéteurs, effectivement. J'aurais deux questions. Sur les nouveaux claviers, on utilise la technologie d'Aspire. C'est vraiment inviolable, ça? Alors, c'est réputé pour être crypté, effectivement. Après, moi, je ne suis pas un pro, en tout cas, des protocoles utilisés, en tout cas dans le détail sur le Desfire, mais le Desfire est réputé effectivement incopiable. D'accord. En EV2, on est quand même sur un niveau de sécurité très concret. Hein. Aujourd'hui, le maximum de niveau de sécurité, c'est le V3, qui lui doit de mémoire contenir du code site, hein, mais c'est réputé inviolable, effectivement. D'accord. J'ai aussi deux questions sur la solution autonome. On est avec des panneaux solaires, mais bon, en Normandie, pour avoir une maison équipée en panneaux solaires, du soleil, on n'en a pas tout le temps. Donc, oui. Il y a des batteries lithium à l'intérieur pour sauvegarder. Comment ça se passe? Alors oui, il y a des batteries. Alors effectivement, on s'est quand même posé la question et pour l'instant, on n'a pas de réponse. Il va falloir qu'on creuse sur l'autonomie donnée avec les batteries qui sont fournies sur le kit. Aujourd'hui, c'est un petit peu difficile effectivement de le savoir à l'avance et surtout en fonction du taux d'ensoleillement. Hein. C'est toute la problématique d'une solution autonome. Mais ça, pour le moment, on n'a pas les données. Il faudra qu'on creuse pour voir, en tout cas, au moins donner une estimation sans soleil du tout. De la capacité des batteries. Après, en fonction du taux de luminosité, bien évidemment, là-dessus, ce sera très difficile à savoir que cette solution autonome, qui est plutôt destinée à la surveillance de chantier, c'est une solution d'un partenaire tierce. Hein, ce n'est pas Dahua qui la commercialise. C'est l'intégration des produits Dahua sur une solution d'un partenaire et que vous la retrouvez chez certains de nos distributeurs. Mais voilà, ça, ce n'est pas une solution Dahua. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas ou peu d'informations sur l'autonomie. Par contre, à la question, j'interprète votre question, hein, mais aujourd'hui, en effet, il existe pour les sites isolés la nécessité d'avoir des alarmes longue durée sur batterie.
Ce n'est pas le cas de l'alarme AirShield aujourd'hui. On n'a pas de solution longue durée native chez Dahua pour la AirShield. On est en train de travailler sur des solutions qu'on espère obtenir dans le courant de l'année. Mais aujourd'hui, on est sur une alarme standard alimentée en 220 volts avec un backup batterie qui doit durer, je n'ai plus les données en tête, mais presque 12 heures, je crois, on arrive à tenir avec la batterie. Donc voilà, mais on est sur une alarme qui n'est pas une alarme longue durée sur batterie. D'accord, donc après, il suffit de savoir l'autonomie des éventuelles batteries lithium associées aux panneaux solaires pour savoir l'autonomie totale du système. Tout à fait, sachant que pour faire ça, l'intégrateur qui a fait ça utilise une des possibilités de l'alarme AirShield. L'alarme AirShield, en tout cas pour le Hub 2, la RC3008, elle est livrée en 220 volts native. Et vous pouvez remplacer la carte d'alimentation par une carte d'alimentation basse tension, 12 volts. Donc, vous pouvez faire vos propres systèmes de secours batterie extérieure avec des panneaux solaires, avec des batteries, avec d'autres solutions à partir du moment où vous allez monter la centrale en 12 volts. D'accord. Concernant l'autonomie des périphériques, au niveau des piles CR123, il y a un calcul qui a été fait là-dessus. Je veux dire, ça tient 2 ans minimum, 2, 3 ans? À peu près 3 ans, mais bien évidemment sur un armement et un désarmement par jour, sans présence dans les lieux. Après, ça va dépendre, par exemple, de l'environnement. Voilà, si vous mettez ça dans une pharmacie désarmée où le contact de porte déclenche tout le temps, alors bien évidemment, il y a des périodes d'inhibition après une détection qui nous permettent d'économiser les piles, mais voilà, les calculs sont globalement faits sur un armement, un désarmement, sans présence sur les lieux la journée. Faites attention à la consommation des batteries. À partir du moment où la portée radio est limite, que l'appareil doit se repinguer régulièrement sur un contact de porte, déterminer la durée de vie d'un contact de porte, ça va dépendre énormément de combien de fois la porte va être ouverte. Sachant que nous, on remonte le statut à la centrale, qu'on soit armé ou désarmé, ça fait de la communication. Donc, si on est sur une porte d'entrée et qui s'ouvre 300 fois par jour, la pile va forcément s'user plus rapidement que sur la porte du coffre-fort que j'ouvre qu'une fois par semaine. Oui, c'est sûr. Merci. Pour le 2,4G, là, le 2,4G, si on veut, c'est le 2,4G qui permet d'avoir les images plus rapidement sur le PIRCam, c'est ça? Oui, tout à fait. Alors, on le règle. Ouais, excusez-moi. L'utilisation en fait le PIRCam intérieur Dahua est par défaut configuré sur une communication 2,4G avec le hub, ce qui permet effectivement d'envoyer l'image en haute définition de 2 millions de pixels rapidement, chose qui ne serait pas possible si on utilisait la longueur d'onde standard qui est 868 MHz, qui obligerait à avoir une transmission trop longue pour une photo. Donc c'est pour ça que sur la PIRCam intérieure, on est en haute définition en 2,4G. On passe en résolution standard quand on la bascule en 868 MHz parce qu'on a des problèmes de distance, par exemple. On veut mettre la PIRCam très loin de la centrale. Dans ce cas-là, on va choisir de la basculer manuellement en 868 MHz en baissant la résolution vidéo. Et le PIRCam extérieur, lui, est uniquement 868 MHz parce qu'on a considéré qu'il serait toujours loin de la centrale. Et on le règle où ça, Le 2,4G, c'est le Wi-Fi de la box ou c'est le Wi-Fi de la centrale qui génère un Wi-Fi? Non, c'est un réseau 2 Go 4 généré par la centrale. Ce n'est pas le Wi-Fi de la box. Et le réglage pour la PIRCam intérieure se fait directement dans l'application DMSS ou dans votre Linker, selon où vous avez déclaré votre périphérique. Mais vous allez pouvoir choisir dans le PIRCam intérieur le mode de fonctionnement, haute définition, transmission rapide ou standard. D'accord, ce n'est pas sur le PIRCam qu'on choisit ça. Si, dans la configuration du PIRCam, à partir de DMSS. À partir de DMS, ok. Si vous avez le cas et que vous avez du mal, vous nous faites un petit mail, on vous fera des captures d'écran. Okay. Excusez-moi, mais dis-moi Didier, tu peux nous confirmer les distances entre la RD 1731 et la centrale? Parce que moi j'ai fait plusieurs essais, la portée en 2,4 ou en 868, elle est vraiment très mauvaise. C'est-à-dire que moi je parle plutôt de 10 mètres, quoi. Alors non, aujourd'hui la portée en champ libre, les portées c'est toujours en champ libre. Si je suis dans une résidence bretonne avec des murs en pierre de 1 mètre, ça va être compliqué. Mais la PIRCam intérieure en 2 Go 4, nous on l'avait testé aux alentours de 200-300 mètres.
Je sais pas où est-ce que vous faites ces tests, parce que moi, Au bureau, hein. Au bureau, on avait fait l'essai avec Louis sur le showroom de Lyon, justement. Et en 868 MHz, on se récupère les 2000 mètres à peu près. 2000 mètres En 868, hein, quand voilà, la bascule en je 868. suis en train de faire des tests depuis un mois et demi, là, parce que mon idée, Ouais. c'était de poser de plus en plus de centrales d'AWA. Et en fait, j'ai vraiment. Alors, j'ai mis à jour les détecteurs, j'ai mis à jour la centrale. Et au-delà de 10 mètres, c'est-à-dire que tu peux passer devant le pire autant que tu veux et déclencher 0, quoi. Alors 10 mètres, pas en champ libre, mais s'il ne marche pas à 10 mètres dans une maison. C'est étonnant, ouais. Mais tu me parles de la distance de détection, tu me parles de la distance entre de transmission radio. La distance de transmission radio. La détection, c'est plutôt pas mal. Mais la distance entre la centrale et l'appareil, c'est. Clairement, ça serait que 10 mètres, ça fait longtemps qu'on ne le vendrait pas. Oui, mais alors moi, c'est des données théoriques, je veux bien qu'on les minore un petit peu, mais 10 mètres, c'est qu'il y a un autre souci. Donc, tu me sous-entendrais que mes détecteurs sont défectueux? Je ne sais pas s'ils sont défectueux ou si c'est un environnement pollué, mais il y a quelque chose qui limite. J'allais rebondir sur l'environnement pollué. Si la centrale est à côté d'une box 4G, par exemple, hein, qui est aussi une box qui émet de la radio, ça va fortement aussi perturber la centrale hein, en termes de portée de détection. Ensuite, effectivement, en fonction des surfaces qu'on va traverser, murs en béton, armés, blindés, mâche fer, on va avoir plus ou moins effectivement aussi de capacité. Hein. La radio, on vous donne des portées de champ libre parce qu'il nous est impossible en environnement réel de vous estimer une portée. Et ça, on recommande un test d'environnement. Mais c'est justement ce que j'ai fait. Tu veux, moi, l'idée, c'est de remplacer. Bon, j'installe d'autres produits aujourd'hui. Je voulais avoir un écosystème global avec DAWA, donc mettre la centrale DAWA, que je ne pose pas jusqu'à présent. Donc, j'ai rentré le produit il y a un mois et demi. J'ai fait plusieurs tests. J'ai fait des comparatifs avec d'autres produits. Mais là, j'ai vraiment. C'est la première fois que j'ai un système qui marche si peu loin. Donc, il n'est pas exploitable. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas exploiter cette centrale avec ces détecteurs, puisque quand tu as une portée moyenne de 8 mètres entre les détecteurs et la centrale, c'est même un petit pavillon de 90 mètres. Vous parlez de tous les équipements ou d'un équipement en particulier? Eh bien, je parle de ce que j'ai en test, depuis un certain temps, c'est des RD 1731 que j'ai mis un jour. J'en ai un que j'avais testé avec une centrale et quelques accessoires. Ça ne fonctionnait pas. J'en ai commandé un nouveau et j'ai le même problème avec le nouveau que j'ai mis à jour avec un 1731. J'ai une portée entre la centrale, je ne parle pas de détection, je parle de la centrale et le produit, une détection qui est même pas de 10 mètres, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous l'avez essayé sur un autre site? Non, j'ai essayé chez moi pour l'instant. Je pas même mais alors, là, vous avez un problème sur votre site peut-être. Parce que là, le problème se pose sur les deux protocoles, en SUBG et en Wi-Fi? Oui. Non, là, ce n'est pas possible. En SUBG, effectivement, on aura une portée réduite, et surtout si vous êtes au maximum de la résolution. Mais quand on dit portée réduite, ça m'étonne une portée de 10 mètres. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas peut-être un routeur 4G à côté ou une antenne, clairement, 4G. Je vais vous avouer que j'ai à côté. Pardon. Excusez-moi, ce que je vous propose, c'est faites-nous un petit mail, s'il vous plaît, parce que là, ce n'est pas le sujet, on ne va pas faire du dépannage pendant le webinaire, mais faites-nous un petit mail, qu'on prenne contact avec vous après et qu'on fasse le point. 10 mètres, ce n'est pas normal. Clairement, 10 mètres, ce n'est pas normal. Oui, je suis très déçu. Oui, je suis d'accord, c'est pas. Oui. Et il y a de nombreux utilisateurs aujourd'hui qui n'ont pas de problème. Donc, on fait un petit mail et on garde ça, on en échange ensemble. Pas de souci. Allez, on continue, Jason. Alors, les pires, ça marche à une certaine distance. Le problème, c'est comment je ne retrouve pas toujours les images. C'est-à-dire, il y a une détection, oui, mais normalement, on récupère les images sur les notifs. Mais, oui, vous devriez les récupérer. Alors, comme disait M. Diobois, c'est vrai que là, on ne va pas parler de dépannage. Moi, ce que je vous recommanderais peut-être, c'est de relancer le PIRCAM en enlevant et en remettant les piles pour lui faire une réinitialisation si vous avez ce problème. Des fois, ça peut mettre effectivement un peu de temps à remonter. Effectivement, on va continuer parce qu'il faut qu'on reste dans le timing du webinaire, navré. J'ai une petite question. C'est possible ou pas? Oui. Vous avez présenté le module série avec les extensions entrée et sortie. Oui. Est-ce qu'il y a des accessoires de coffret avec autoprotection qui existent?
pour ces Ça, boîtiers-là? justement, effectivement, pour moi, non. En tout cas, je n'ai pas l'information. Après, effectivement, il existe des coffrets tierces avec des autoprotections pour protéger ce type d'équipement. De plus, on va avoir une centrale filaire qui va sortir dans les mois à venir. Bon, je n'ai pas de délai précis, mais avec ce type d'équipement intégré. Mais en tout cas, pour les accessoires que vous pourrez mettre sur la centrale radio, pour le moment, je n'ai pas de coffret ABS, effectivement, autoprotégé à fournir directement. Ça, il faut voir avec, on va dire, des fabricants tiers. Ça. Mais ça arrivera en tout cas sur notre gamme filaire dans les mois à venir. Ok, merci. Très bien. Allez, on continue. Merci. Donc, on va passer aux méthodes de connexion. L'intégration avec les IPC, les NVR et les VTH. Hop, donc, nos différentes applications, Dolinker, l'IoT console avec les NVR, DMSS et avec DSS Pro. Donc, on peut voir ici que l'utilisateur pourra du coup démarrer la centrale et la programmer via Dolinker et la transmettre aux utilisateurs finaux avec le cloud sur DMSS. La centrale, donc, elle pourra intégrer notre VMS DSS Pro et cela va nous permettre de la piloter et de remonter ses états et aussi de créer des liaisons d'événements. L'application Dolinker permet de gérer également les caméras, les NVR et les équipements réseau DAWA compatible cloud. Hop, on passe du coup sur l'application DMSS, donc l'application pour les utilisateurs finaux. Donc sur l'application, l'utilisateur final DMSS, l'utilisateur final pourra consulter ses appareils vidéo, pourra recevoir les appels via les interphones, pourra aussi piloter les portes de son contrôle d'accès. Il pourra consulter le journal d'événements et aussi recevoir les alertes de son alarme et l'état de tous ses périphériques. Il pourra avoir l'état du coup de tous ses périphériques. Donc, avec la nouvelle mise à jour de DMSS, on a donc les notifications push qui sont en français et du coup, l'application qui, elle aussi, est entièrement en français. On a l'ajout du centre de notification sur la page d'accueil du hub. Donc, on va pouvoir du coup retrouver toutes les notifications liées à notre hub sur la page d'accueil. On va avoir aussi du coup l'ajout de la configuration de transmission, du coup sub-G ou 2,4G. Dans configuration des prises de photos, on va pouvoir choisir du coup en vitesse élevée 2,4G ou en normal en sub-G. On va avoir du coup l'ajout de configuration de la zone suivante et de la zone traversée. Donc par exemple, lorsqu'on ouvre une porte et qu'on déclenche un détecteur d'ouverture, si on croise un IR, on pourra continuer la temporisation jusqu'à désarmement du clavier. Et dans le cas contraire, si l'IR est déclenché sans avoir déclenché au préalable le détecteur d'ouverture, eh ben, on déclenchera instantanément la sirène. Donc, il y a une optimisation, comme on peut voir sur l'ancienne version et la nouvelle, l'optimisation de l'interface, qui est un peu plus élégante et qui va pouvoir nous expliquer du coup en rouge l'état de l'alarme lorsqu'un déclenchement est fait, la zone apparaîtra en rouge. On va pouvoir voir en bleu quand la centrale va être armée et en vert quand elle est désarmée. Donc, on a aussi optimisé la recherche de télésurveilleurs. Donc, quand nous allons sur notre site et que nous appuyons sur les trois petits points, nous pourrons aller sur « Postuler pour l'entreprise » et on va avoir la liste de la plupart des télésurveilleurs disponibles en France. Donc, on va aussi pouvoir voir le mot de passe de notre appareil dans les détails, dans les settings de notre hub. En cliquant sur Device, nous allons pouvoir afficher le password de la centrale. Donc là, on va pouvoir associer un déclenchement vidéo à un détecteur pour pouvoir récupérer du coup la vidéo en live. On va pouvoir, du coup, comme expliqué juste avant, avec le module d'extension, pouvoir récupérer
les sirènes et on va pouvoir même, si entre les deux il y a une déconnexion, pouvoir quand même envoyer, faire sonner la sirène en offline. Donc là, on a rajouté aussi dans les settings de notre caméra les types d'alarmes. Avant, c'était disponible uniquement avec franchissement de ligne. Maintenant, on a rajouté le SMD et l'anti-masque. On va pouvoir aussi, il y a une optimisation de la gestion des utilisateurs. Dans nos paramètres de notre Hub 2, on va pouvoir gérer plus facilement nos utilisateurs, notre installateur et notre télésurveilleur. Donc, il y a aussi une optimisation du bouton SOS, donc pour éviter du coup les pressions accidentelles. Quand on va appuyer sur SOS, on va pouvoir choisir notre type d'SOS, soit panique, soit médical, soit pour incendie. Et on va avoir un décompte de 3 secondes qui va nous permettre d'annuler s'il y a un appui accidentel. Donc, on va passer sur DoLinkCare. Donc, DoLinkCare, c'est l'application qui est destinée aux installateurs, qui leur permettra de démarrer, de programmer les installations et de les superviser, ainsi que de gérer l'accès aux télésurveilleurs. Donc, comme dit précédemment dans l'ancienne topologie, l'application DoLinkCare va permettre d'ajouter les équipements vidéo, réseau, interphone et alarme, et de les manager. Donc, via l'application DoLinkCare ou par la version web sur ordinateur, on va pouvoir générer des rapports de l'état de santé du système, permettre aussi à l'installateur d'introduire son logo pour de la publicité. On va pouvoir du coup configurer les appareils à distance, rechercher les dispositifs directement sur le réseau et surveiller les erreurs des appareils que nous avons installés. Donc, pour récapituler, le Hub 2 va permettre d'être managé par DoLinkCare et piloté par DMSS les transferts d'alarme. Pour récapituler, du coup, le Hub 2, il va nous permettre, via DoLinkCare, de piloter et d'intégrer les alarmes. Par DMSS, on va pouvoir, pour l'utilisateur final, redescendre les accès et pouvoir gérer notre alarme. On va pouvoir aussi directement, avec l'auto-inscription, parler à pouvoir inscrire directement notre télésurveilleur. Pour l'IoT console. Donc, la IoT, elle va permettre de lier nos caméras à la centrale d'alarme et de pouvoir créer des scénarios d'événements comme la protection périmétrique ou le franchissement de ligne. On va pouvoir aussi également recevoir les appels d'interphone et piloter son contrôle d'accès. Donc ça, c'est un exemple de topologie qu'on peut réaliser dans une villa ou dans un commerce. On va pouvoir associer nos caméras, notre NVR, notre SCP et notre alarme. Pour information concernant le SCP, il y a un webinaire qui a été dédié, qui a été réalisé il y a 2 semaines par M. Duaubois qui est disponible sur notre chaîne YouTube, si vous voulez plus d'informations sur ce produit. Donc effectivement, l'idée aujourd'hui, c'est qu'on intègre la centrale d'alarme en insérant simplement son adresse IP de manière à l'intégrer au moniteur intérieur et de pouvoir voir les états du système et piloter le système via directement cette platine Android. Donc, pour intégrer notre VTH, donc là, en l'occurrence, le SCP, on va pouvoir dessus armer et désarmer notre système. On va pouvoir recevoir en direct les alertes et les vidéos. Et on va aussi pouvoir connecter des appareils de détection. On va pouvoir sans hub avec le protocole SUBG pour se servir comme une petite centrale d'alarme. Donc, je vais vous montrer une vidéo qui montre un peu le fonctionnement lorsqu'on intègre une alarme sur NVR.
Dans le système de la console AIoT, les événements d'alarme déclenchés par les cibles peuvent être liés aux vidéos enregistrées par le NVR qui peuvent être retracées et vérifiées. Cliquez sur Paramètres pour lier l'avertissement à distance de la caméra TIOC au capteur PIR. Nous pouvons également régler le son de la caméra TIOC. Lorsqu'un voleur pénètre dans la zone de défense, le détecteur PIR détecte le voleur et se connecte au NVR pour enregistrer les vidéos. Le NVR est relié à la caméra TIOC pour produire une lumière d'avertissement et une alarme sonore pour repousser le voleur. Si nous voulons revenir en arrière et enregistrer des preuves vidéo, la console AIoT peut enregistrer l'ensemble des preuves en temps réel, prendre en charge le retour en arrière sur les événements et préserver des preuves cruciales contre les menaces potentielles. La console AIoT peut connecter les capacités de réponse des systèmes de vidéosurveillance et des systèmes d'alarme. Nous pouvons établir un lien entre la vidéo et l'alarme dans la page SMD. Cliquez sur Paramètres pour relier la sirène sans fil au canal de la caméra. Lorsqu'un voleur pénètre dans la zone de défense, la caméra détecte le voleur et se connecte à la sirène sans fil, ainsi qu'à la caméra TIOC pour produire une alarme sonore afin de repousser les voleurs. La console AIoT a également ajouté la nouvelle fonction de centre d'information sur les alarmes qui résout les problèmes antérieurs liés à l'absence de notification d'alarme. Le centre d'information sur les alarmes permet d'accéder en un seul clic aux événements, aux messages et à l'historique des alarmes, ainsi que les séquences vidéo correspondantes, optimisant l'expérience utilisateur. Donc nous allons passer à la deuxième vidéo sur l'application directement. Donc ça va nous montrer comment connecter un accessoire, un équipement à une séquence vidéo. Donc, hop, nous allons choisir notre caméra. Hop, nous armons notre système pour le test. Donc, après déclenchement de l'équipement, nous allons pouvoir retrouver dans les notifications l'événement vidéo du détecteur ou de la caméra qui a été associé à cet appareil. Hop. Donc là, nous avons plusieurs exemples de topologies que vous pouvez proposer à vos clients, donc pour de la solution résidentielle. Donc nous allons avoir notre NVR qui va être connecté via DMSS et qui va regrouper notre système d'alarme, nos sonnettes ou nos vidéos. On va avoir de la solution pour bureautique. On va pouvoir aussi, avec le NVR, connecter l'ensemble et tout regrouper sur DMSS pour contrôler aussi notre contrôle d'accès. Et de la solution pour entrepôt, où on va pouvoir gérer aussi notre contrôle d'accès, notre système vidéo et notre système d'alarme via le NVR. Donc pour conclure, nous avons une gamme assez étendue pour le type de détecteur proposé, en passant du détecteur basique au Dual-Tech à la PIRCam avec différentes résolutions. Nous avons plusieurs sirènes avec intérieur, extérieur, avec interphonie, du coup pour l'intérieur. Nous pouvons aussi reprendre les installations filaires avec le transmetteur d'alarme et le multitransmetteur. Nous avons aussi une large gamme d'accessoires de pilotage et d'applications domotiques.
Donc, pour notre hub, il va prendre en charge les méthodes de configuration de réseau, câblé et AP. Aucun câble réseau n'est nécessaire pour la première installation. Le haut-parleur intégré il va permettre la diffusion de la voix en cas d'événement. La synthèse vocale multilangue lors d'une alarme. Donc, pour simplifier le transfert d'image, on a la haute résolution 1600 par 1200 avec une haute vitesse 6 secondes. Et on peut entièrement l'intégrer sur nos caméras, avec nos caméras, notre NVR, notre contrôle d'accès et notre VDP. Et du coup, via DMSS, Downlinker ou DSS. Donc, pour finir tout ça, je vais vous montrer une vidéo. Juste une vidéo où on va voir une mise en service et un déclenchement avec une image d'un PeerCam. Hop, donc on voit là qu'on arme notre... L'alarme détecte un mouvement. Hop, et dans les notifications, nous allons pouvoir retrouver notre séquence d'images de notre PeerCam. Nous pouvons aussi, via l'application DMSS, on va pouvoir directement dans Contrôle, aller sur notre PeerCam, prendre une photo, et on va pouvoir consulter notre photo. Donc avec une assez belle résolution où ça va nous permettre de reconnaître quelqu'un. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? J'ai réactivé les micros. J'aurais deux questions. Si la première... Bon, qu'est-ce qu'il parle? Oui, donc j'aurais deux questions. La première, c'est comment dire, où est-ce qu'on peut retrouver toutes les vidéos de toutes les formations que vous faites sur YouTube? On doit chercher quoi comme sur la chaîne Daiwa France. Vous tapez Daiwa France sur YouTube. Oui, vous avez tous les webinaires qui ont été faits jusqu'à présent, effectivement. Oui. Et également, par exemple, les vidéos que vous nous avez montrées tout à l'heure sur l'IoT avec comment dire, les explications, comment on associe une caméra avec un détecteur. On les retrouve aussi sur votre chaîne ou c'est encore sur un autre endroit qu'on peut voir ces vidéos? Alors, j'ai pas le détail de toutes les vidéos qui ont été postées. On a un collègue qui travaille avec le distributeur, qui fait des vidéos à thème. Après, vous allez avoir le replay du PowerPoint, là où vous avez la petite vidéo qui vous montre comment effectivement associer la centrale sur votre NVR. Après, c'est vrai que si vous voulez, dans la convergence des produits, on a tellement de modes possibles qu'il est difficile de faire, on va dire, une trame ou une documentation un petit peu passe-partout. Voilà. Dans les outils que vous avez à votre disposition, c'est également le Downlinker. Quand vous allez au compte Downlinker, sur la page d'accueil du Downlinker, il y a plein de tutos, de vidéos qui ont été mis pour expliquer les différents modes de fonctionnement des différents produits. Donc, n'hésitez pas à utiliser aussi Downlinker et les tutos qui sont sur la page d'accueil de Downlinker. L'importation du logo dans Downlinker, lorsqu'on le fait, est-ce que ça va se reporter ce logo-là quand on installe DMSS et qu'on partage, comment dire, qu'on prête le système par exemple? Ça ne va pas floquer l'application DMSS à proprement dit. Dans les menus paramètres et services, en fait, le client va retrouver votre logo en tant qu'installateur lié à la centrale. C'est à ce niveau-là uniquement dans les paramètres et le prestataire qui est associé qui le verra. Mais en aucun cas, ça ne va floquer l'application DMSS à votre effigie. D'accord. OK. Donc, c'est l'option co-branding. Oui. Oui, avec l'Archive, en fait, Didier, je t'ai envoyé une demande. J'ai besoin d'activer l'enregistrement. Alors, moi, j'aurai une Archive avec 3 caméras de choc, un NVR5, et j'ai besoin d'activer l'enregistrement simplement quand l'alarme est en route. Ça, c'est possible? Bien sûr. Serge, on parlera de ça ensemble. Ce n'est pas le sujet ici, s'il te plaît. OK. Bon, super. Bon,
Pourquoi je dis que ce n'est pas le Vous sujet avez ici, d'autres c'est que le questions? mode de fonctionnement que tu veux, c'est pouvoir stopper les enregistrements à partir de la Shield. C'est non. La réponse est non. Si je suis terre à terre, c'est non. Parce que la centrale alarme, elle va armer, désarmer les détections. Mais s'il y a un enregistrement continu qui est programmé, on n'arrête pas l'enregistrement continu. C'est deux choses différentes. C'est pour ça qu'il faut qu'on en parle ensemble. OK. OK, à tout à l'heure. Vous avez présenté sur le paramétrage d'un détecteur la zone suivre, donc ça on a bien compris. Par contre, vous avez présenté traversée, zone traversée, ça correspond à quoi? Zone traversée, c'est du suivi de zone. Je vous explique. Admettons, vous avez un contact de porte à l'entrée et vous avez un Non, ça, IR c'est qui suivre. braque sur un clavier. Ça c'est suivre, c'est pas traverser. Comment? Ça c'est suivre, Oui. c'est pas traverser. Alors, traverser, ça va être plutôt zone commune. Admettons, vous avez 2 secteurs sur 2 étages et une seule porte d'entrée au rez-de-chaussée. Ce mode-là, ça vous permet de dire que quand vous désarmez le premier secteur, vous désarmez la zone de la porte d'entrée. Et quand, on va dire, la société A quitte les lieux, quand il va armer sa partition, mais ça n'armera pas le détecteur parce que la société B est encore présente. Et c'est qu'à partir du moment où la société B, on va dire, aura armé, que le détecteur au rez-de-chaussée sera armé. C'est un fonctionnement de zone commune. D'accord. C'est Une assez zone clair, traversée, ça veut dire que c'est une zone commune. Ça veut dire qu'elle ne fonctionne que quand tous les secteurs sont en route. Ah, c'est ça. Exactement. Très C'est exactement. très bizarre, Oui, c'est très bizarre ce que vous me dites. Parce que quand on active la zone traversée, elle nous demande de sélectionner un autre détecteur. Et ben dans ce cas-là, c'est bien le suivi de zone. Alors, je vous avouerai, hein, c'est des options qui sont arrivées assez récemment. Daiwa a son propre jargon sur les options. Hein. Moi, je suis issu de l'arme initialement. Hein. Donc, si on vous demande de sélectionner un deuxième détecteur, c'est que vous êtes en mode suivi de zone. Pour moi, c'est Non, le suivi de zone, c'est suivre. Moi, je me posais la question si c'était pas une confirmation. C'est une confirmation de zone. Alors, Didier, est-ce que tu as la réponse, toi, éventuellement ou Je suis en train de regarder justement parce que je suis d'accord avec toi sur le vocabulaire qu'on utilise et pas toujours. Je l'ai cherché dans mode l'aide suivre, de Dolinker, j'ai rien trouvé. Pour moi, le mode suivre, il est de mémoire dans le menu du type de zone, là où on met immédiate, tempo, temporisé, active 24/24, et là, il y a le mode suivre. Et quand on se met en mode suivre, je vais le faire tout de suite pour être tranquille. Hop, en effet, j'ai un nouveau menu qui s'ajoute. Je viens de voir apparaître. Il est où? C'est lequel qui s'est ajouté? Je sais qu'en immédiat, je suis comme ça. Et en mode suivi. En mode suivi, tu as les armements partiels et la liaison sirène qui réapparaît. Ouais, c'est ça. Et tu as la zone traversée qui disparaît. Et après, le traversé, il va se mettre où, lui? Puissance manuelle, tac, tac, tac. Faut qu'on fasse le point. On vous fera une petite note là-dessus. Je ne l'ai pas sous les yeux. Donc, il y a bien le mode de fonctionnement qu'a expliqué Julien, qui est la zone commune. Un détecteur qui est dans une zone commune de 2 autres groupes. Et du coup, il faut que les 2 groupes soient armés pour que la zone commune soit armée. Ça, c'est sûr qu'on l'a. Mais je ne sais plus comment il l'appelle. Non, mais ça, c'est le domaine public, ça. Oui, sur la centrale. C'est ça. On définit un secteur qui est commun à plusieurs secteurs. À plusieurs secteurs, c'est ça. Ça, c'est des zones communes. Oui. C'est un secteur commun, du coup. Ce n'est pas la zone, du coup. C'est le secteur. Après, c'est pareil. Encore une fois, c'est une question de jargon. Hein. Moi qui ai travaillé. Oui, c'est auquel il faut s'habituer. Oui. Parce que je suis très intrigué de cette zone traversée. Il faudra qu'on vous fasse un retour. Vous êtes basé dans quelle région? Tu notes le nom du client? Moi, je ne l'ai pas sous les yeux. Je n'ai pas la liste des personnes. C'est Fred Cardozo, Finalis Group. Ah, c'est Fred, ok. Très bien, c'est noté. Ce terme-là, on le retrouve aussi sur d'autres centrales. Et en général, c'est quand on a une zone, par exemple, qui est déclarée, par exemple, en temporisé, et que derrière, on a une zone qui est immédiate.
Si la zone immédiate, elle est déclarée en chemin traversé, ça veut dire que quand on passe par la zone temporisée, la zone immédiate qui est déclarée en traversée va devenir zone Elle temporisée. suit la temporisation. Ouais, mais Elle ça, suit la temporisation. ça, c'est suivre. C'est ce qui existe chez Aritech en chemin d'accès ou un truc comme ça. Exactement. Ils ont tous des Les termes fabricants, différents. je dirais même aujourd'hui. Hein. C'est standard. Hein, Après, il suffit de prendre éviter, ça prend Zone suiveuse. Parfait. Est-ce que vous aviez d'autres questions? Bon, bah, écoutez, si tout le monde est OK, on va se quitter Oui, là. bonjour. Encore merci pour votre participation. Oui. Attends, Julien, une question. Oui, j'ai une question. Excusez-moi. Vous m'entendez? Dites-nous. Oui, on vous entend. On va recevoir le replay. J'ai utilisé des caméras TIOC en détecteur extérieur que j'avais paramétré en mode partiel. Ça ne fonctionnait pas à l'époque. Est-ce que vous savez si ça a été résolu? Donc, quand vous dites que ça ne fonctionnait pas en mode partiel, c'est-à-dire que ça ne prenait pas. Oui, c'est ça. Quand vous armez en partiel, non, je crois que c'est toujours le cas. C'est le mode total qu'on arme. Comment? Il me semble que c'est toujours le cas. C'est en armement total qu'on arme les TIOC. Ouais, c'est ça. En fait, quand je les arme en partiel, à la fin de la tempo, elles s'arment en total. Ça, c'est toujours pas résolu, ça. Pour moi, c'est le mode de fonctionnement. Ouais. Fonctionnement qu'on a fait remonter à notre R&D, effectivement, hein, pour encore une fois améliorer l'association avec les caméras. Hein, tout ce qui est question de scénario, de temporisation, etc. On travaille dessus. Hein. Ok. Bon, pour l'instant, j'ai créé un groupe extérieur, mais bon, le client, ça lui convient pas. Parce que la client, ce qu'il voudrait, c'est pouvoir temporiser, c'est ça? Comment? Le client, ce qu'il voudrait, c'est quoi? C'est que quand il fasse un armement partiel, les caméras soient armées également. Ouais, quand il fait un armement partiel, les contacts porte-fenêtre s'arment ainsi que les caméras extérieures. Donc, pouvoir choisir de mettre les caméras en mode partiel. Sauf que là, on a bien dans la caméra, sur le paramétrage, on a bien la fonction partielle, mais elle ne fonctionne pas. Puisque à la fin de la tempo, ça arme le système en total. On va faire remonter ça à notre R&D. Merci pour l'information, en tout cas. Oui, bonjour. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît, sur les télécommandes. Alors, j'ai un certain nombre, j'ai acheté pas mal de télécommandes, une vingtaine, et puis là, j'ai du mal à les coupler avec le AirShield, avec le hub. Alors, j'ai même contacté le support. Donc, il n'y a rien à faire, en fait, à part appuyer sur les deux boutons. Appuyer en continu sur les deux boutons. Alors, de mémoire, c'est le bouton… 3 secondes, etc., jusque ça clignote. C'est ce que j'ai fait. Et aucun moyen de les coupler. Ils ne veulent pas se coupler. Tous les autres éléments se couplent, sauf les télécommandes. Je ne sais pas si vous avez une idée. Alors, je vous demanderais de faire un essai, parce que j'ai eu le cas, moi, une fois personnellement, essayer de remplacer la pile. Parce qu'après, ça va dépendre de quand. Ouais. Je sais que j'avais le souci sur une télécommande. J'avais l'impression que tout marchait bien parce que le voyant s'allumait bien. Mais non, au final, c'était une pile qui était un peu faiblard. Et du coup, je n'arrivais pas à l'associer. Ça ne coûte rien d'essayer ce point-là. C'est rapide à faire comme test. Et si ce n'est pas le cas, à ce moment-là, il faut se rapprocher du SAV. D'accord, merci. Je vous en prie. Va-t-on avoir le replay? Oui, le replay sera envoyé systématiquement. J'aurais une petite question aussi. Merci pour cette session ultra intéressante. Ça n'a peut-être rien à voir avec le sujet, mais j'avais créé un compte il y a un peu plus d'un an et demi, pour devenir partenaire justement redistributeur et installateur. Le souci, c'est que le compte semble bloqué depuis un temps et j'arrive à communiquer avec personne. Est-ce que vous auriez un contact pour pouvoir débloquer cette situation? Écoutez, on va prendre votre nom. Vous pouvez juste nous indiquer dans quelle région vous vous situez? En Île-de-France. En Île-de-France? D'accord. Sur l'inscription, vous avez laissé vos coordonnées mail? Normalement, oui. Oui, mais je peux les reposer dans la petite fenêtre d'échange. On pourra les retrouver. On vous fera recontacter, il n'y a pas de problème. C'est noté pour nous. Hein. Merci beaucoup. Je l'envoie dans la petite fenêtre d'échange pour information. Oui, pas de problème. Vous pouvez le laisser dans le chat. Ce sera vu uniquement par nous au niveau du chat. D'accord. Merci pour votre session. Avec plaisir. Merci. Bah écoutez, si c'est tout bon pour vous, on va se laisser. On arrive effectivement à midi. Hein, on est plutôt oui, pas mal bonjour. dans les horaires. Oui.
Oui. Oui, moi, je suis directement du Bénin, en Afrique de l'Ouest. Oui. J'ai bien suivi la présentation, mais j'ai une question. Pour passer commande de vos solutions, est-ce qu'on peut directement vous joindre d'Awa France ou bien il faut passer forcément par des distributeurs agréés par vous, Uniquement par nos distributeurs. par vos distributeurs? D'accord. Comment avoir la liste de vos distributeurs orientés Afrique? Vous la retrouvez sur le site internet. Sur le site internet, vous retrouvez nos distributeurs directs. D'accord, ok. Merci bien. Je vous en prie. Avec plaisir. Très bien. Écoutez, je vais vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne journée et on vous dit à bientôt pour un nouveau webinaire la semaine prochaine. Didier, si je ne me trompe pas, c'est quel sujet tu as en tête pour la semaine prochaine? J'ai un trou, c'est de Linker, non, peut-être? On est combien là? On est le 27, c'est le 4. Ouais, je crois que c'est de Linker. Très bien. Dans tous les cas, on va communiquer sur LinkedIn. Sur les réseaux sociaux, effectivement, oui. Pour la prochaine. Écoutez, merci pour votre attention. Très bonne journée à vous et très bon week-end. Bonne journée. Merci à vous. Merci. Merci. Merci, bonne journée, bon week-end. Merci. Au revoir. Bon week-end, merci. Bon week-end, au revoir.